Et nous revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Jonas Nazareth, spécialiste des affaires africaines. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et bien entendu, notre sujet de débat pour ce soir est le Forum économique Russie-Afrique. Est-ce que ce Forum économique Russie-Afrique se tient pour la première fois ? Oui, c'est pour la première fois que la Russie a invité les pays africains, en disant les continents africains. Mais par contre, les années 70, l'Afrique a beaucoup aidé, la Russie a beaucoup aidé l'Afrique pour décoloniser le continent. Donc, il y avait une grande opportunité de la Russie de bénéficier de cette aide-là, mais la Russie a tout simplement, il n'a pas évolué comme il fallait. Je vous le dis par là que l'Afrique était colonisée par les forces impérialistes et la Russie, autant qu'un pays socialiste opposé à ces principes capitalistes, a permis beaucoup des Africains à aller étudier et vendre des armes pour permettre les Africains eux-mêmes d'avoir leur indépendance. Tiens, que nous étions déjà, après l'indépendance, dans une phase de l'indépendance économique de l'Afrique. Et après la Chine, l'Europe même, et l'Amérique, voilà que la Russie revient avec le même propos d'entamer des négociations, essayer de tout faire pour aider l'Afrique. C'est une opportunité que nous allons voir si ça ne va pas marcher ou pas. Bon, vous avez souligné un point assez important, que la relation s'est un peu dégradée depuis les années 70, où la Russie soutenait beaucoup le continent africain, et cette dégradation commence aujourd'hui à disparaître. Est-ce que vous pensez que cette relance des relations russo-africaines pourrait être la cause, je vous dirais directement, de la présidence du président Abdel Fattah al-Sisi pour l'Union africaine? Aussi, parce que il faut le dire que le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est maintenant le président de l'Union africaine. Il faut trouver des moyens pour faire que l'Afrique avance. Et ça, c'était une opportunité qu'il a trouvée de choisir la Russie, une fois que nous avons déjà la Chine et l'Europe, choisir aussi d'autres alternatives. Même la Russie a cherché les alternatives parce qu'il y avait l'embargo de l'Occident. Donc, soit le continent africain, soit la Russie cherchent des alternatives économiques pour démarrer leur économie. Dans un côté, voilà que les Africains ont besoin de l'aide. Dans l'autre côté, il y a la Russie qui a besoin de vendre ses produits. Donc, le président Poutine a promis dépenser à peu près de 50 milliards de dollars. Donc la Chine, c'était au moins 200 milliards. C'est un peu équivalent à ce que le Brésil a investi en Afrique et à ce que la Turquie a investi aussi en Afrique. Donc, mais c'est le premier pas et peut-être dans l'avenir, il va investir beaucoup plus que jusqu'au présent. Bon. Est-ce que vous pensez que ce forum pourrait représenter une vraie opportunité pour la Russie, mais aussi pour les pays africains? Et quel genre d'intérêt des deux côtés? Surtout l'Afrique, voyons que l'Afrique dans le passé était colonisée par l'Occident. À l'époque, l'Occident tenait comme une potence impérialiste, mais la vie est dynamique qui a permis qu'il soit métamorphosé, quoi, changer dans l'impérialisme par la démocratie et les États républicains. Donc voilà, ils ont fait un pas.
Ils ont laissé ce qu'ils faisaient avant et partis dans les démocraties. Et par contre, la Russie tenait toujours le communisme, soit le socialisme, qui a difficulté une fois que la vie est dynamique et l'ensemble de le monde, il voulait une chose un peu pas différente. Et la Russie a tardé, ou toujours tarde, à faire des manutentions de ces principes socialisme, donc soit la démocratie. C'est par cela qu'il n'y a pas beaucoup de partenariats dans l'Occident et on peut même rejeter dans le G7 qu'il était auparavant à cause d'un petit pas sur l'Ukraine et sur la Crimée, mais c'est une chose à notre débat. On constate directement en Afrique que par cela, c'est là qui a perdu beaucoup de partenariats, soit l'Afrique elle-même qui a remarqué qu'il faut avancer dans la démocratie. Une fois que les modèles russes, ce n'était pas le mieux pour les Africains. Donc, après quelques années, comme vous voyez, voilà que la Russie y revient avec une nouvelle proposition aux Africains. Et nous sommes tous dans l'expectative et on souhaite que ça sera le mieux pour les Africains et aussi même pour la Russie. Bon, quels sont les domaines de coopération qui intéresseraient l'Afrique avec la Russie? Toujours, dans mon avis, c'est l'industrialisation et aussi, comme bien dit le président Abdel Fattah al-Sisi, il faut toujours investir dans les cadres, dans les matières humaines. C'est par les humains qu'on peut travailler tout le reste. Donc, c'est déjà un bon principe et je ne pense pas que la Russie, ou soit que l'Afrique n'est plus intéressée à acheter des armes, et plutôt intéressé à acheter des matériels, des gros investissements dans l'industrie, dans l'agriculture pour permettre de relancer l'économie africaine. Et voilà que la Russie a toujours pas encore, dans mon avis, à prouver que c'est une potence économique. On connaît que la Russie, c'est une potence militaire, mais dans l'économie, il a toujours montré une phase timide par rapport aux autres économies, soit même la Chine qui a se démonté vers le monde, qui était capable. Mais là aussi, jusqu'au présent, on n'a rien vu. Peut-être cette fois-ci, ça sera la grande opportunité de la Russie de prouver qu'il y a aussi une potence économique. Bon, est-ce que l'Afrique serait intéressée justement par le domaine militaire? Je pense pas parce qu'il y avait pas mal des années avec la dictature, comme je disais, on a pris le modèle de l'Occident, de la démocratie, et la démocratie, il y a certaines règles qui ne permettent pas d'avoir la voie de la guerre pour résoudre le problème. La démocratie, il faut débattre, il faut à la table résoudre nos problèmes. Donc, je reviens toujours à dire que plutôt l'Afrique a besoin d'améliorer l'éducation et la santé, pas les armes. Bon, mais si on revient à ces deux domaines que vous avez suggérés, l'éducation et la santé, est-ce que vous pensez qu'en investissant dans l'éducation et dans la santé, dans un pays qui souffre quand même de pauvreté, ça va donner ses fruits? Des enfants qui ont faim, est-ce qu'ils vont pouvoir suivre, je vous dirais, même pas être les meilleurs de leur classe, mais suivre en classe? Disons que c'est une stratégie à moyen et à long terme quand on dit qu'on doit investir dans l'éducation et la santé. Parce qu'un peuple sans éducation, ils ne peuvent rien faire. De même, avec la santé, il faut que la personne soit en santé pour pouvoir travailler et donner quelque chose à leur pays. Mais la santé pour les enfants, surtout c'est la nourriture. C'est le régime alimentaire pour un enfant. Donc un enfant issu d'une famille pauvre où il a faim, comment on peut lui garantir une bonne santé? C'est-à-dire que je pense que investir dans l'éducation et dans la santé viendrait peut-être après un minimum de vie décente.
Non, parce que l'Afrique a toujours, ça vient de la culture africaine qui fait l'agriculture artisanale. Comme je disais, parce que l'Afrique il pense plus loin. Donc à l'agriculture, on a toujours fait des gros efforts et essayer de changer les matières premières qui existent dans le sous-sol africain ici. Mais on ne va pas rester par là. Donc c'est par cela que j'ai dit qu'il faut aller beaucoup plus loin pour travailler sur les machines industrielles. Il faut avoir la matière humaine et capacité. Et par cela, il faut l'éducation. Et aussi la santé pour le bien-être le continent africain. Donc, à condition qu'ils se nourrissent bien. Oui, bien sûr, parce que l'agriculture, il sera toujours présent. Mais justement, est-ce que vous pensez que le continent africain a suffisamment de ressources en agriculture? Voilà, comme je disais, il n'a pas encore assez, mais c'est pour cela que soit le président de l'Union africaine, entêté par le président Abdel Fattah al-Sisi, cherche toujours des partenariats pour vaincre cette difficulté qui c'est l'agriculture qui doit être industrialisée. En Afrique, on est encore trop loin dans ces essais-là. Donc, il faut industrialiser l'agriculture pour permettre d'avoir la autosuffisance dans le continent africain. Bien sûr. Bon, quelle est votre explication pour un continent qui soit excessivement riche en ressources et qui demeure quand même pauvre? Ce que je disais auparavant, parce que les Africains, ils ne sont pas tellement dotés de la technologie. Ils ont toujours beaucoup de difficultés de s'imposer dans le domaine de l'éducation, qui va permettre d'avoir des méthodes scientifiques pour travailler les matières premières. Avant cela, nous allons toujours chercher ailleurs des scientifiques pour travailler pour nous et ça sera une dépense de plus quand ça devait être les Africains. Donc, je reviens toujours dans les points, c'est avec l'éducation et la santé qu'on peut avancer dans ce domaine-là. Bon. Avec la coopération russe, qu'est-ce qui pourrait changer dans le continent africain? Quelles seraient les premières priorités à attaquer? Toujours quelque chose. Nous, autant que spécialiste dans cette affaire, c'est un premier sommet. Nous, on est tous dans l'expectative. Mais on souhaite que avec le bilan de 150 milliards, comme je disais, c'est pas tellement grand par rapport à la Chine. Mais on aura toujours l'espoir que la Russie peut faire quelque chose pour l'Afrique. Pas tellement grand-chose avec 500 milliards, mais on a toujours besoin d'aide. L'Afrique est toujours là pour apprendre, est toujours là pour chercher d'aide, jusqu'à ce que le continent soit relancé de façon industrielle et pour permettre une autosuffisance. Par cela, il faut avoir un moyen long terme pour achever à ce but-là. Pourquoi on trouve quand même un certain déséquilibre dans le développement de certains pays dans le continent africain par rapport à d'autres? Par exemple, si on prend le cas du Rwanda, le cas de l'Afrique du Sud, le cas de la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui se sont assez développés aujourd'hui et en une période de temps assez courte quand même par rapport à d'autres pays. Quels sont les privilèges qu'ils ont eus pour arriver à ce stade aujourd'hui? Ce sont des politiques qui sont mises sous place. Vous disiez bien, il y a certains pays qui, à assez peu de temps, ils sont déjà très avancés, les autres non, parce que la démocratie n'est pas encore tellement mûre en Afrique. Et il y a aussi des situations un peu bizarres. Ça veut dire que la démocratie ne marche pas assez bien. Et il y a aussi la corruption. Il faut toujours se souvenir que la corruption a
Et nous revoilà de retour donc on parlait de l'ampleur du terrorisme aujourd'hui en Afrique. Comment est-ce que vous voyez l'ampleur du terrorisme en Afrique? Sûrement pas aussi important qu'avant. Dans mon avis, les Africains ne sont pas taillés pour le terrorisme, plutôt dans les guerres tribales. Malheureusement, il y avait le Daesh qui s'installait dans les environs l'Irak et la Syrie. Et une fois que les États, la OTAN et des autres partenariats, ils essaient de faire face à ces groupes Daesh. Ils sont censés déployer pour partout. Et l'Afrique aussi, parce qu'il y avait la Libye assez fragile, qui a permis qu'ils sont rentrés, ils faisaient un peu du tout. Jusqu'au même à Suez, au canal de Suez, ici en Égypte, il y avait quelques situations pas agradables parce que le terrorisme, il cherchait des places pour s'installer. La sécurité en Égypte, c'est assez forte, il y a tenu, il y a ce empêché qui fait avance beaucoup plus que cela. Assez aussi dans la Libye, il y avait l'appui de l'Union africaine qui a permis de soit les conversations parmi les partis opposants et soit aussi sur le terrain de minimiser la question pour empêcher que le terrorisme ça déplace un peu partout en Afrique. Donc on peut dire que l'Afrique est un peu isentée de cette situation de terrorisme, au moins un petit pas la Nigeria avec les Boko Haram, que c'est un cas particulier que je crois qu'à moyen terme ça peut passer. Tout le reste, il n'y a pas les situations qu'on peut dire que le terrorisme en Afrique existe. Bon, quels seraient les résultats satisfaisants pour l'Afrique après ce sommet? Après le sommet dans la Russie-Afrique, il y avait le sommet à la Chine-Afrique. Comme je disais, je le répète, les dirigeants africains, ils étaient une quarantaine associés en Russie, dans le fait de voir qu'est-ce que la Russie a pour offrir en Afrique. Donc, je pense même que certains pays vont sortir de là avec un morceau d'argent pour relancer leur économie, soit par l'agriculture et d'autres priorités qu'ils ont. Parce que le président Poutine a promis de déployer 50 milliards de dollars, donc chacun, au moins, il doit prendre quelques morceaux. Mais, comme vous disiez bien, il y a certains pays assez désorganisés pour bien gérer le peu qu'ils vont amener. Il faut toujours prendre en compte comme le FMI le fait, et un programme discipliné pour empêcher que l'argent tombe dans les voies de la corruption. C'est toujours la peur que j'en ai, mais quand même d'autres pays vont faire quelque chose avec ce partenariat avec la Russie. Oui, mais cette somme d'argent que va octroyer la Russie au continent africain, sûrement qu'il y aura des plans pour ce budget. C'est-à-dire que la Russie ne va pas donner juste un budget comme ça, sans prévoir des projets bien précis pour chacun des pays. Bien sûr, c'est ça que la Chine a fait. On peut dire qu'il a réussi. Mais ce n'est pas si le plan Russie, c'est le même que la Chine. Parce que, comme je voyais, la Chine, il y avait cette technique présente à guider les projets que les pays africains ont présentés. Et quels sont les projets qui ont été décidés par la Chine, bien entendu, en collaboration avec les pays africains? La construction, le domaine de la construction, de l'agriculture, et on voit partout, il y a des Chinois qui surveillent
parce qu'on donnait des crédits, ne donnait pas un crédit vide comme ça, il faut la surveiller. Mais comme je disais auparavant, la Russie est un pays un peu, en disant, négligent, parce que quand il avait le partenariat auparavant les années 70 avec l'Afrique, il a tout simplement laissé des autres potences, il reprend le partenariat parce qu'ils étaient indifférents. C'est le mot que j'ai essayé de dire. J'espère que cette fois ici, la Russie ne donne pas l'argent, ils sont indifférents. Il faut les surveiller, il faut voir qu'est-ce qu'ils font exactement avec l'argent prêté. C'est une prête de toute façon, ils doivent payer. Donc il faut être attentif pour ne pas... C'est des prêts? Ces sommes d'argent, ce sont des prêts ou ce sont des dons? Ce sont des prêts partout. Comme le Chinois, il y a des temps et un délai, il peut avoir un pardon comme on ne peut pas avoir. Mais les pays ne donnent pas cadeau. Sinon, l'Afrique ne va jamais se développer. Il faut avoir, à condition qu'il fait quelque chose, et dans un délai de 10 ans ou plus, ils doivent verser la somme qu'ils ont prise. Bon, d'après ce sommet, quels sont les besoins essentiels que vont exprimer les pays africains? Ils vont aussi parler de construction, d'agriculture, ou bien il y a d'autres domaines, comme la technologie par exemple, où la Russie est vraiment bonne en ce domaine. Oui, c'est aussi industrialisé, ils font des voitures, voilà que c'est une opportunité de certains pays africains installer certaines marques de voitures dans leur pays à un prix un peu raisonnable. Et aussi dans l'agriculture mécanisée, parce que là aussi ils peuvent bien le faire. Donc, comme je disais, le sommet vient de démarrer aujourd'hui, ça va finir demain, mais le projet concret, on va voir après le sommet, parce que les propositions ne sont pas encore mises en la table, et non toujours dans l'expectative pour voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a des projets de coopération entre pays africains, entre eux? Il y a eu toujours soit les gîtes avec certains pays africains, au Kenya, au Tchad, même au Soudan. Il y a toujours, de temps en temps, ils renouvellent leur coopération, mais il faut avouer que les pays africains ne sont pas encore assez capables de mener un sommet pareil comme la Chine-Afrique et la Chine-Russie. Il faut de temps pour bien se préparer pour pouvoir aider les pays africains les moins capables. Mais est-ce que les pays africains ont la conviction aujourd'hui qu'ils doivent collaborer et coopérer entre eux dans les domaines possibles au lieu d'avoir toujours recours à l'Occident? C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. On est l'Afrique du Sud qui sont déjà bien démarrés. Il y a le Nigeria, il y a même ici en Égypte. Par contre, il y a certains accords, comme je disais, je le répète, mais il y a aussi un petit pas parce que les frontières de certains pays il y a toujours l'instabilité. Il y a certaines guerres dans certaines régions qui ne permettent pas les Africains eux-mêmes de faire les échanges. Il y a un peur de certains pays de risquer d'ouvrir les frontières pour permettre les échanges commerciaux. C'est la volonté de l'Union africaine, c'est la volonté de beaucoup de pays africains, mais pas tout parce qu'il y a toujours la peur de certaines régions. Ils ne sont pas prêts pour ouvrir leurs frontières. Donc les échanges commerciaux jusqu'aujourd'hui ne demeurent pas très importants entre pays africains. Très timide, en disant que très timide. Je sais que
l'Égypte exporte au Soudan beaucoup de produits, de même que le Tchad, il bénéficie de la voisinage, il exporte beaucoup, mais il fallait avoir des moyens beaucoup plus efficaces. Je vous l'ai dit par là, les voies ferrées qui sont beaucoup moins chères, parce que à l'avion, c'est toujours beaucoup plus cher. Donc c'est un peu par là. Et on doit travailler pour cela. On a toujours envie d'ouvrir les frontières, on a toujours envie de faire des échanges, mais il faut créer les conditions pour que cela marche. Je crois que l'Afrique d'Ouest, ils sont beaucoup plus organisés à ce moment-là et ils arrivent à faire même des échanges. Ils sont tout prêts et tout capables, il y a même des voies ferrées formées les uns les autres, mais certaines régions, ils n'ont pas encore. C'est pas ici, c'est en Égypte, il y a une voie ferrée qui lie l'Égypte et le Soudan. Oui, il y a une voie ferrée, ça c'est vrai, et on a quand même beaucoup de travail à faire sur le plan des vols aussi, puisque les vols journaliers entre pays africains sont vraiment assez rares quand même. C'est par cela, parce que certains pays africains, ils préfèrent les compagnies européennes ou asiatiques. C'est pas si c'est à cause du prix, ou soit que la coopération n'est pas tellement marché entre eux, qui fait que les compagnies aériennes au dehors, ils profitent de certains avantages pour entrer en Afrique, exploiter, tandis qu'ils devaient être parmi les Africains pour bénéficier de l'Afrique, le continent africain. Non, mais je vous parle de l'intensité des vols, c'est-à-dire pour partir de l'Égypte, d'un certain pays africain, par exemple, vous n'avez pas des vols tous les jours. C'est limité à quelques jours de la semaine. Donc je pense qu'on devrait avoir des vols plus réguliers, n'est-ce pas? Oui, c'est le marché. Maintenant, on est dans un marché dynamique. Il faut voir par l'offerte. Si on arrive à vendre tous les billets, ça veut dire que la compagnie aérienne doit duplier les vols. S'il n'y a pas assez de clients, il doit gérer le peu qu'ils en ont. Oui, mais ces clients, ils dépendent de la coopération et des intérêts existants entre les deux pays. C'est-à-dire, plus les intérêts sont importants, plus vous allez avoir des vols plus réguliers. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Comme je disais, je le répète, la compagnie aérienne Turquie, qui c'est en Asie, il rentre souvent en Afrique, il fait trop de vols. Tandis que la compagnie égyptienne arrive à certains pays africains, il devait aller dans d'autres pays, il ne va pas. Je peux dire comme exemple, il y a la compagnie aérienne égyptienne pour aller en Angola. Il ne va pas en Angola, il y a certains pays. Donc il fallait relancer la coopération parmi ces pays pour faire des avantages aux pays africains eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est un domaine à développer aussi. Et a besoin d'être revu et relancé parce qu'il y a la compagnie éthiopienne, égyptienne, le Kenya, mais ils ont certaines faiblesses parce qu'ils sont pris par les géants des compagnies qui viennent dehors, ils profitent avec certains prix un peu plus souhaitables, beaucoup plus de confort, c'est pas ça, c'est pas cela. Et voilà que l'Afrique, ils continuent toujours à avoir des difficultés pour s'imposer dans leur propre continent, tandis que les vols qui sortent dehors ne sont pas tellement beaucoup. Et donc c'est un domaine à voir et y agir, avoir la coopération parmi les pays, avoir la solidarité surtout. En africain, il doit faire les préférences à les compagnies africaines. Quand un africain il fait préférence à une compagnie européenne, c'est vraiment dommage pour l'Afrique elle-même. Ça, c'est une chose. Aussi, il y a le tourisme interne entre pays africains. Les pays africains ne font pas beaucoup de tourisme les uns chez les autres. Ils ont aussi tendance à faire du tourisme dans d'autres continents.
C'est vrai, c'est vrai. Dans un côté, c'est la pauvreté. Et la plupart des Africains, ils n'ont pas les moyens de faire du tourisme. Et ceux qui ont ces possibilités, ils préfèrent sortir au dehors d'Afrique. Tandis qu'il y a des pays bien agréables et suitables pour faire le tourisme. Par contre, en Angola, il y a le même problème, que les gens essaient toujours de dire que nous, les Angolais, ils voient que le tourisme, c'est à dehors, tandis qu'il y a beaucoup de places suitables dans l'Angola et même pour que nous puissions aller. Donc, c'est un problème africain en disant qu'il faut voir, il faut à l'Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, en Égypte, en Éthiopie, tellement beaucoup de pays. Au Rwanda, maintenant, c'est un pays qui a beaucoup avancé, mais par contre, la priorité des Africains dans les statistiques est toujours en Europe. En tout cas, cette union de l'Afrique avec la Chine et avec la Russie, espérons qu'elle va apporter ses fruits. Du moins, toute l'Afrique vise un objectif commun. Monsieur Jonas Nazareth, vous êtes spécialiste des affaires africaines et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.